Tim Cook sur fond de Stars and Stripes, vantant le Made in America et promettant un nouveau niveau de performance avec l'ouverture début 2024 de l'usine TSMC de processeurs dans l'Arizona. C'était il y a quelques heures, Apple en sera le client numéro 1. Alors qu'est-ce que cette usine va changer pour Apple ? Quels sont les enjeux en termes de miniaturisation et de puissance ? Vous allez tout savoir grâce à notre invité, un fidèle d'iWeek, Frédéric Crassa. Frédéric qui aura sans doute des choses à dire sur l'info de la semaine au sujet de l'Apple Car. Plusieurs infos en fait, signées Mark Gurman autour du rétropédalage d'Apple afin de sortir sa première voiture en 2026 au plus tard sur la base d'un processeur inconnu à ce jour. À moins que, on va en parler avec Fred. Apple prépare-t-elle le terrain pour son futur casque et des applications en réalité étendue à des tarifs qui n'existaient pas jusqu'à maintenant sur l'App Store? Parmi les 800 nouveaux paliers, 100 entre 1000 et 10 000 $ sont accessibles uniquement sur demande. Alors pourquoi faire et pour qui? Élément de réponse à venir avec Gilles Dounès dans sa mise au point. Et puis le bonus hebdo exclusif pour notre communauté Patreon sur patreon.com/iweek, bonus audio et vidéo désormais. Cette semaine, juste après le générique de fin, on va parler intelligence artificielle et chat GPT, le chatbot qui fait causer la planète entière. Mercredi 7 décembre 2022, bonsoir à toutes et à tous, 115e numéro d'iWeek, la semaine Apple, le podcast indépendant de référence sur l'actualité de l'écosystème Apple. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous, on va passer une heure ensemble et j'en suis très heureux. Je m'appelle Benjamin Vincent et ensemble ça veut dire vous et nous quatre, en l'absence d'Elie à qui on pense particulièrement et de François. Salut les garçons, salut Gilles. Salut Benjamin, salut la petite bande et bonjour à nos auditeurs. Et oui, n'est-ce pas Gilles Dounès, ex-rédacteur en chef de MacPlus.net. Salut Fabrice Neumann. Hello mon capitaine, salut à tous. T'es toujours mentor ? Ouais, toujours, un super mentor comme d'habitude. En technologie en plus, hein. C'est du propre. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Et on te retrouve sur ton site ? pro-fusion-conseil.fr. Et puis, si nous sommes 4, c'est qu'il en manque un. C'est sa 3e visite, si je ne m'abuse, dans iWeek. Ouais. Et celle-ci aussi tombe à pic, n'est-ce pas, Frédéric Crassa ? Salut Fred. Salut Benjamin, salut Fabrice, salut Gilles. Ben oui, tombe à pic, ouais. Je suis ravi d'être là encore une fois, ouais. Tu vas avoir des choses à dire pendant toute l'émission. Alors, il paraît que tu as changé de job, on dit LDM désormais, c'est quoi ? Oui, c'est un grand mot, hein. C'est Learning Development Manager. Je m'occupe de la formation, enfin des parcours de formation, m'assurer que dans mon entreprise, les experts techniques soient bien formés, qu'ils aient les modules de formation, e-learning, présentiel, distanciel, voire des casques de réalité virtuelle aussi, peut-être qu'on en parlera, puisqu'on forme avec le casque de réalité virtuelle. Alors je le disais, c'est presque un épisode taillé pour toi Fred, entre TSMC dans l'Arizona et l'Apple Car avec ses nouveaux détails sortis par Mark Gurman et notamment ce processeur, alors ces processeurs 4 fois plus puissants selon lui que ce qu'on connaît aujourd'hui. On va y revenir mais juste en apéritif comme ça te fait rêver ou pas vraiment ? Ah oui, ça fait rêver. Moi, je suis fan de voir comment ils peuvent, comme les Américains disent, scaler le M1, le M2, etc. Comme ils ont fait avec l'Ultra d'ailleurs. Comment Apple arrive à scaler, c'est très important pour voir l'avenir et surtout pour les gros Mac, dont le Mac Pro qu'on attend toujours. Absolument. On va reparler de tout ça évidemment avec toi aujourd'hui. Alors pour ne rien rater de l'actu dans l'univers Apple, et je sais que tu es fidèle à ce rendez-vous quotidien, suivez la quotidienne iWeek, le podcast compagnon de la semaine Apple, 5 à 10 minutes par jour du lundi au vendredi avec les 5 infos essentielles des dernières 24 heures. On le fait à 2 voix, c'est gratuit, c'est sympa et vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Deezer, Amazon et bien sûr Apple Podcast.
En passant, merci pour vos notes 5 étoiles sur Apple Podcast et merci aussi pour vos avis. Je vais vous en lire 2 les plus récents. Je pense notamment à Malky qui a écrit, et j'ouvre les guillemets, le podcast de référence audio et vidéo sur l'univers Apple, orchestré par une équipe passionnée et passionnante. Alors faites comme moi, dit-il, et les suiveurs de ce podcast en passant une bonne heure et des brouettes à l'écouter, le regarder et le soutenir. iWeek, c'est comme faire un apéro. Alors peut-être qu'il manque la fin, mais en tout cas, le début était déjà très très bien. Merci beaucoup à toi, Malky. Et puis ce week-end, Roro a écrit un avis bien à lui aussi. Dit-il, c'est super ce que vous faites, j'attends chaque jour la quotidienne iWeek et le grand épisode. Et ben voilà, on est en plein dedans, ce grand épisode de la semaine. Et merci aussi à toi donc, cher Roro. Pour nous suivre, on vous conseille Twitter avec le hashtag iWeekLSA pour l'hebdo ou iWeekLQI pour la quotidienne. Enfin, si vous voulez être les premiers à profiter de la version vidéo de ce podcast hebdo et les seuls à bénéficier de notre bonus hebdo, à la fois audio et vidéo, eh bien rejoignez la communauté iWeek sur Patreon. Une seule adresse, patreon.com/iWeek. Allez, à suivre les grands projets d'Apple avec les processeurs venus d'Arizona. Mais tout d'abord, et dans un instant, la voiture Apple sera-t-elle une révolution à minima et au prix fort ? À tout de suite. Mark Gurman a encore frappé avec ses infos sur l'Apple Car, un projet sur lequel rien ne fuit ou presque depuis des années. Notre confrère de Bloomberg fait bien plus que confirmer l'existence du projet. Il donne une échéance, 2026, un prix, moins de $100 000, et il précise comment le projet a évolué pour devenir réaliste et ne pas viser une sortie dans 10 ans ou plus, mais dans moins de 4 ans. Il évoque aussi le moteur technologique de cette future voiture, un processeur ou un ensemble de processeurs qui serait 4 fois plus puissant que ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors d'abord, on va parler du projet et du rétro-pédalage, si on peut dire. Fini le rêve d'une voiture, on en avait parlé, sans volant ni pédale. La première Apple Car ne sera pas pleinement autonome, mais finalement pas si différente des voitures d'aujourd'hui. Au mieux, elle roulera toute seule sur autoroute. C'est quoi votre première réaction, Fabrice? On commence par toi, allez, au hasard. Ma première réaction, c'est que on parle quand même de choses qui n'ont pas jamais été annoncées, hein, donc on ne sait pas si globalement on peut faire confiance à Mark Gurman pour ces infos, mais les rétropédalages et les annonces faites ou pas faites, la voiture d'Apple n'a pas été annoncée, qu'ils aient fait des recherches dans tous les domaines pour savoir s'ils étaient capables de faire une voiture sans poste de conducteur ou pas. Et forcément qu'ils ont essayé, comme ça fait des années qu'ils essayent les écrans pliables pour faire des iPhones avec, mais ils n'ont rien sorti. Donc je suis toujours très prudent pour dire que c'est en retard ou ceci, cela. On en a parlé dans la quotidienne aussi pour autre chose sur... je sais déjà plus, mais sur le retard du casque réalité virtuelle, on dit que c'est en retard, sauf que la date n'a pas été annoncée pour la voiture non plus. Et après ça... en même temps, Apple, ils sont très forts, mais ils sont pas magiciens non plus. Donc, ils essayent de faire une voiture super autonome, c'est très bien. Ils ont dû s'apercevoir, comme Tesla, que c'était très compliqué. Voilà. Et au moins, eux, ils disent pas, tiens, on va faire une voiture autonome en 2017, et puis en 2018, et puis en 2019. Apple, c'est le contraire de Tesla pour ça. Ils font pas des fausses promesses. Ils attendent que ce soit prêt. On est en plein là-dedans. Donc, je suis pas plus étonné que ça, non. Gilles, ça a été quoi ta première réaction? Est-ce qu'Apple fait preuve de réalisme ou plus d'une forme d'impuissance par rapport à de très belles idées mais qui sont pas pour tout de suite? On en parlait ce matin pour la quotidienne. Une forme de réalisme dans la mesure où il n'y a pas encore les composants. D'habitude, la façon de fonctionner d'Apple, c'est on prend un peu tout ce qui se fait, on chiffonne, on fout la corbeille et on part sur une page neuve, on réinvente le concept. Là, il n'y a pas encore les éléments, il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas les composants pour faire ce que Apple a dans l'idée. C'était, je crois, pour l'iPhone ou l'iPod où ils ont attendu d'avoir les composants pour
concrétiser l'idée qu'ils avaient en tête. Et clairement, que ce soit le Covid ou tout simplement l'état de l'art de l'électronique et du silicium qui n'est pas encore prête, il n'y a pas les composants pour faire ce dont tout le monde rêve, la voiture qui conduit toute seule, et les deux sièges de devant qui sont tournés vers l'intérieur, comme dans le salon à l'arrière des TGV. Alors, les produits auxquels tu fais référence, il me semble que dans le cas de l'iPod, et tu connais bien le sujet, je crois que le disque dur qu'Apple a trusté pour l'iPod, ça a été un des déclencheurs du projet. Quand ils ont su qu'il existait, ça a rendu le projet possible. Oui, c'est peut-être une histoire de microprocesseur. Là, c'est pas un fournisseur externe. Là, c'était Toshiba. De plus en plus, Apple fait des composants différenciants, mais achète un certain nombre de choses sur étagère également. En plus, il faut tout un tas de puissances de calcul et de transmission. Ça n'est vraisemblablement pas là encore non plus. Fred, est-ce que tu partages l'avis de Gilles sur le fait que c'est d'abord un problème de composants, ou est-ce que tu penses que c'est plus vaste que ça, le problème? Je pense que le problème, il est déjà qu'Apple s'y est mis un peu tard. Donc, arrivé après Tesla, si Elon Musk avec Tesla a pu le faire, c'est que avec les moyens qu'il avait, qui étaient pas ceux d'Apple, c'est que c'était possible. Arriver après Tesla et arriver à faire ça avec ce qu'on connaît d'Apple, c'est quand même très siloté. Ils ont aussi un certain état d'esprit que n'avait pas Elon Musk, qui a tout créé. Il a créé ses usines, il est parti d'une page blanche, etc. Et je pense que c'est difficile pour Apple. C'est trop gros quelque part pour disrupter à ce point-là sur un marché qui est hyper concurrentiel. Et maintenant tout le monde s'y est mis. Donc je pense qu'ils ont revu plusieurs fois leur copie. Après, une grosse boîte qui lance des projets et qui échoue ou qui n'y arrive pas, c'est pas forcément grave. Dans la R&D, on peut pas gagner à chaque fois sur tous les projets qu'on lance. Ça veut pas dire que tout est perdu. Je pense que notamment avec les microprocesseurs, la puissance de calcul qui est très importante pour les voitures autonomes, et je crois qu'au départ c'était avec du Nvidia que Tesla fonctionnait, avec des grosses cartes Nvidia. Ça consommait d'ailleurs pas mal d'énergie. Je pense qu'ils en tireront quand même quelque chose de bien de tout ça, même s'ils sortent pas la voiture. Mais oui, Apple a les moyens de mettre beaucoup d'argent pour se lancer là-dedans. Ils y arrivent pas, ils revoient leur copie, c'est pas grave, c'est pas. Mais c'est vrai que c'est difficile de se dire, je vais acheter une voiture Apple, vous voyez. C'est un peu, moi je sais pas s'il y a tant de clients que ça pour peut-être aux États-Unis pour acheter une voiture Apple à $100,000. Et ben justement, on va aborder l'argument du prix, parce que le prix initial pour cette voiture, si elle avait été toute autonome comme c'était prévu au début, ça aurait plutôt été $120,000. Apple visiblement a aussi voulu modérer le prix en visant d'une certaine manière la concurrence de la Tesla Model S la plus chère qui avoisine, je crois, les $100,000 justement. Est-ce que vous pensez que c'est un bon calcul, et est-ce que vous partagez l'avis de Fred sur le fait que cette voiture sera quand même réservée à une petite minorité? Mais on parlait de Tesla, mais je ne sais pas. Mark Gurman n'a pas décrit quelque chose qui soit fondamentalement de ce que fait Tesla. On revient à quelque chose une voiture électrique sur des capacités de type 4 en autonomie, pas entièrement autonome, mais qui sait se débrouiller dans un trafic normalisé, fluide. 4 au mieux, je crois. Oui, 4 au mieux. Même pas si elle atteindrait 4. Mettons 3, mais vu les problèmes que la Tesla a régulièrement et les problèmes d'interdiction qui lui pendonnaient au moins sur le marché européen, Apple est en retard parce qu'il n'est pas sur un marché qui est
dominé actuellement par Tesla, mais sur ce type de technologie très disruptive, les leaders changent relativement rapidement. Et il n'est pas dit que Apple ne réussisse pas à faire son trou. Et pour revenir à ta question sur le positionnement tarifaire, c'est de toute façon le positionnement habituel d'Apple qui ne boit pas du petit lait, mais attaque directement la crème. Et il va chercher la niche tarifaire la plus élevée. Ouais. Enfin, là, 100 000 euros pour une voiture, il y a quand même qu'une petite partie de la population qui va pouvoir l'envisager, Fred. Oui, alors il faut. Et moi, j'ai toujours eu un petit peu de mal avec le positionnement élevé des tarifs Apple. Ils vendent des produits achetables, que ce soit pour les professionnels ou pour les personnes. Je veux dire, ils vendent pas les montres Apple Watch. C'est pas des montres à 50 000 euros. C'est pas des montres, ils vont pas s'attaquer à Cartier, etc., et à Rolex, vous voyez. Même si les ordinateurs portables sont relativement plus élevés qu'effectivement un PC à 400 ou 500 euros, je veux dire, les gens peuvent acheter pour un ordinateur qu'ils utilisent tous les jours un Mac M1, un MacBook M1, c'est en moins de 1000 dans les 1000 euros. Donc oui, c'est élevé par rapport au marché grand public, mais ils sont quand même dans une position d'attaquer un marché grand public. Les voitures à 100 000 dollars en France, ça ferait du 120, 150 000 euros. C'est plus, je veux dire, on compare pas ça avec une Zoé. Vous voyez, Apple devrait plutôt se positionner, si je suivais son fonctionnement, avec une Zoé, elle serait 40% plus chère qu'une Zoé, mais elle aurait une interface graphique, etc. Là, ils vont se confronter avec les équivalents, les très très hauts de gamme de chez Porsche, Audi, etc. Et je trouve que c'est pas vraiment le marché que cible Apple. C'est ça qui me dérange un petit peu. Apple est cher, mais quelque part n'importe qui peut se l'offrir vraiment. Si vous faites attention, si vous économisez, voilà, vous pouvez le faire. Là, c'est sur un marché qui est tellement, pour moi, qui est très différent de ce que fait Apple. Donc c'est du haut de gamme de chez du haut de gamme. Donc je vois pas tellement l'intérêt. Je préférais qu'ils se reconcentrent peut-être sur le fait d'avoir un display, un écran display qui a vraiment une Apple TV intégrée, ce qui n'a pas, ce que Samsung propose d'ailleurs dans ses moniteurs. Je préférais qu'ils s'intéressent vraiment au casque de réalité virtuelle pour pas perdre, parce que là Facebook avance beaucoup, Meta avance beaucoup. Donc à la rigueur, s'il lâche un petit peu de mou sur l'Apple Car, c'est pas plus mal. Ouais. Fabrice, sur l'argument prix, comment tu le sens ? Plus globalement, en fait, moi, l'Apple Car, je la comprends pas, même au-delà du prix. Donc, quand tu posais la question tout à l'heure de savoir si j'étais d'accord avec Fred, il a presque dit quelque chose. Je vais mettre peut-être des mots dans sa bouche, mais pour moi, c'est toujours un projet hypothétique. L'approche d'Apple est d'arriver sur un nouveau marché en voulant apporter quelque chose. C'est le cas d'école, c'est quand même l'iPhone. Il y avait déjà des téléphones plus ou moins intelligents. Ils sont arrivés avec un truc. Bon, on pense à autre chose. On va faire ça différemment, et notamment, on va enlever le clavier, par exemple. Sur une voiture, ils vont pas enlever les roues. Et pour illustrer ça encore un peu plus, je me rappelle du livre de Trip Mickle, After Steve, qui raconte, on rappelle, les 10 ans au sein d'Apple après la mort de Steve Jobs. Et le projet de l'Apple Car, c'est pas un projet d'Apple, c'est un projet qui a été créé de toutes pièces pour garder des ingénieurs chez Apple qui ont dit « mais nous, on a besoin d'un projet qui nous fasse rêver, sinon on s'en va ». Donc Apple a dit « bon d'accord, on va mettre des milliards de dollars là-dessus, comme ça vous restez ». Mais moi, je suis toujours pas convaincu de l'intérêt profond d'Apple et de Tim Cook en particulier sur la création d'une voiture. En revanche, que ça donne des outils pour créer autre chose, et notamment dans le domaine de la réalité augmentée, XR, etc. Là, oui, parce que c'est des outils qui peuvent être mis en commun. La conduite autonome,
c'est très proche dans l'esprit de la réalité augmentée, etc. Parce qu'il faut détecter tout ce qui se passe autour et puis pouvoir agir avec son environnement en étant éventuellement dans un casque ou des machins comme ça. Donc pour moi, tout ça est très vaporeux. En fait, pour simplifier même, moi je pense qu'il n'y a pas de voiture en fait. Ça n'existe pas. C'est pas ça qu'ils vont faire. C'est pas un projet d'Apple, c'est pas un projet technologique, etc. Qu'est-ce qu'ils vont aller s'ennuyer à gérer l'usure des pneus? C'est pas du tout un truc d'Apple, quoi. Voilà. Donc on parle pas. Je pense pas qu'on parle de quelque chose de vraiment concret en termes de voiture. Pour nuancer ce que dit Fabrice, il y a quand même une dimension messianique. Un petit peu, enfin, je caricature à grands traits de chez Tim Cook, qui veut absolument rendre le monde meilleur que quand il est arrivé aux commandes d'Apple. Et s'il y a une problématique importante, surtout aux États-Unis, c'est celle des déplacements et celle de la bagnole. Donc, je souscris à tout ce que tu dis, et je voyais Frédéric qui levait le pouce, qui était d'accord, mais il y a quelque chose de sûrement de cet ordre-là. Je n'écarterai pas totalement la réalité de ce projet-là, si tant est qu'il existe, bien sûr. Alors, parmi les infos, en tout cas les infos évoquées par Mark Gurman, il y a la puissance sur laquelle s'appuierait cette hypothétique Apple Car. Fred, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui te semble plausible? Qu'est-ce qui te semble étonnant dans les infos de Gurman? Alors, ce qui me semble plausible, effectivement, c'est le fait d'avoir un quadriprocesseur, c'est-à-dire 4 puces qui travaillent de concert. On avait vu après l'Ultra, donc je rappelle quand même pour tout le monde, l'Ultra, c'est deux M1 Max qui équipaient les MacBooks. Et Apple, j'avais d'ailleurs avec mon confrère américain Vadim de la chaîne MaxTech, on avait vu que cette puce, quand ils avaient présenté le M1 Max, M1 Pro et M1 Max pour les MacBooks, on avait vu que ça avait été tronqué en bas. Donc on avait supposé qu'en fait il y avait tout un travail, mais plusieurs mois avant la sortie du M1 Max pour les Mac Studio, on avait dit ça peut être une interface de communication pour mettre deux M1 Max face à face et créer une super puce. Et on a eu des fuites. M1 Ultra, tu veux dire du coup. Un M1 Ultra, pardon, ouais, un M1 Ultra, donc 2 fois plus puissant. On multiplie. Alors ça marche très bien sur les CPU. Pour la partie graphique, le M1 Ultra marche un petit peu moins bien. Il va falloir qu'il y ait une deuxième version pour que ça s'améliore. Mais en tout cas, au niveau CPU, on avait vu que ce biprocesseur fonctionnait bien. Et l'avantage par rapport au biprocesseur que nous, ancêtres de l'informatique qu'on a connu, c'est que ça passe pas par la carte mère. C'est vraiment, on colle les processeurs ensemble et on arrive à faire des liaisons vraiment super fines, des milliers et des milliers de liaisons, à peu près, je crois 20 000. Et ils se parlent et il y a une sorte de réseau dans ces puces-là, de backbone qu'on appelle une super fabrique. Et on avait vu à l'époque qu'il était possible au lieu de passer de 2 à 4. Donc quand je vois effectivement ce que dit Mark Gurman et notamment comme disait Fabrice, il faut d'énormes ressources pour gérer ces multiples caméras, ce qui est très proche d'ailleurs de ce qu'on entend pour la réalité virtuelle, aussi où il y a beaucoup de caméras pour se positionner, etc. Et bien effectivement, ça m'étonnerait pas qu'il y ait 4 M1 Max pour un super ultra qui est pour l'instant nommé extrême. Cette configuration-là. Et donc, comme disait aussi Fabrice, c'est aussi un moyen de faire de la R&D, peut-être l'Apple Car, et de trouver, d'avoir des moyens pour trouver des processeurs super puissants qui pourraient servir à autre chose, qui pourraient servir notamment au futur Mac Pro, qui est toujours pas sorti, par exemple. Je me demandais pourquoi mettre autant de puissance dans une voiture qui finalement sera pas vraiment autonome. Ouais, j'ai compris ce que c'était que la voiture en fait. C'est un Mac Pro avec les roulettes. Voilà. Non mais sérieusement Fred, après l'autonomie comment tu mets cette perspective d'avoir une super puissance dans la voiture si finalement on va dire elle est juste capable de conduire sur autoroute. Bon, faut déjà de la puissance, mais est-ce que c'est bien nécessaire? Alors, comme on l'a vu pour les Tesla, il faut quand même de la puissance pour faire de l'acquisition de données.
pour faire des tests, pour pouvoir faire évoluer au fur et à mesure les voitures. On peut difficilement dans le monde de l'automobile expliquer vous allez devoir repasser au garage, on va vous changer tous les processeurs, etc., ou changer de voiture pour pouvoir évoluer vers la conduite autonome. Moi personnellement, je vais vous dire, je suis pas un grand fan. Dans l'ordre des priorités et les défis qui nous attendent, je suis pas un grand fan de la voiture autonome parce que je crois que c'est Fabrice qui disait ça aussi, ça dépend d'une réglementation, ça dépend d'assurance, etc. C'est pas la main de tout le monde, même Tesla a vu que c'était pas si évident que ça. Il faut être positionné en face du volant, il faut, la conduite complètement autonome. Moi, j'ai du mal à y croire. Et par rapport aux défis qu'on a, est-ce que c'est vraiment, à part pour le côté très spécifique des navettes fluviales parce qu'il y a un réseau particulier ou certaines voies très spécifiques qui seraient dédiées à des camions, des choses comme ça. Mais pour nous particuliers, est-ce que c'est vraiment ce qui est le plus important? Je suis pas convaincu. Ouais, juste pour rester sur cet aspect purement hardware processeur, ce que décrit Gurman, c'est donc un assemblage qui n'existe pas encore aujourd'hui. Après, ce que dit Gurman, moi, je veux dire, il est tellement vague, il fait tellement il se trompe aussi, et puis je sais pas s'il maîtrise vraiment le sujet. Tu le visualises comment ce qu'il évoque? Ce serait 4 processeurs M2 Max ensemble ou ce serait autre chose? Alors, je pense que en faisant ce qu'ils appellent l'ultrafusion, je crois que c'est le nom de la connectique entre processeurs, en créant avec TSMC le moyen de créer des liens, des milliers de liens sur très peu de centimètres, c'est sur 2 centimètres, vous créez beaucoup de connexions. Je pense qu'Apple teste des configurations de 2-4 processeurs. Ils voient là ce qu'ils appellent la scalability. J'ai lu toutes les interviews de Johnny Srouji, qui est francophone d'ailleurs, hein, on lui dit coucou s'il nous regarde. Ah, et salut oui, il est Johnny. francophone. Ouais. Johnny est francophone. Souvent sur LinkedIn, d'ailleurs, je le tag. Hein, il est sur LinkedIn, donc je fais arrobas. Mais il a jamais liké. J'ai jamais vu visiter les posts, mais on sait jamais. Un jour peut-être. En tout cas, il parle français, ouais, parce que je crois que ses parents étaient libanais, etc. Ils étaient francophones. D'accord. Et je pense que Johnny Srouji, il teste effectivement toutes les configurations possibles. Et il disait dans les interviews que faire des processeurs, c'est bien. Et ils avaient quitté d'ailleurs Intel pour ça, mais on a besoin de scaler, on a besoin d'avoir surtout une architecture qui est capable d'évoluer rapidement vers des choses très puissante. Et ce qui l'embêtait avec Intel, c'était qu'on pouvait pas scaler. On pouvait pas vraiment faire, on gagnait pas beaucoup en mettant 2, 3 processeurs, 4 processeurs, plutôt 4 processeurs sur une carte mère Intel. D'ailleurs, vous regardez les PC actuellement, on est toujours en monoprocesseur comme dans les années 80. La mode du biprocesseur, des machines biprocesseurs, pour des gens qui ont besoin de faire du montage vidéo, etc., du pro sans être un grand professionnel, ça marche pas tellement. Par contre, le M1 Ultra, c'est plutôt efficace et je pense qu'ils veulent aller vers cette voie-là, ouais. Aujourd'hui, le M1 Ultra, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est sur la version haut de gamme du Mac Studio. Ouais, dans l'idée, ce serait quoi? Ce serait 4 M1 Ultra? Ce serait du M... Enfin, alors, toi, tu visualises quoi dans ta tête? Alors, le M1 Ultra, il peut pas fonctionner avec 4. Avec 4 en mode 4 déjà, parce que de nature, si vous voulez, le processeur, en fait, c'est sur, on va dire, la partie basse, il y a cette interface de communication qui prend que la partie basse. Alors quand vous avez ça, vous pouvez mettre quelque chose dessous, vous le retournez, vous mettez le même M1 Ultra dessous et ils communiquent ensemble. Mais sur les côtés, à droite et à gauche, il y a la mémoire. Donc si vous voulez en coller 4, eh bien, vous avez la mémoire qui peut pas marcher. Donc pour faire un quadriprocesseur, vous pouvez pas réutiliser, on peut pas réutiliser un M1 Ultra et on est obligé d'avoir une configuration avec une interface de communication qui fait une sorte de L. Vous prenez un L et les deux côtés servent à faire une mosaïque avec 4 processeurs, 2 en haut, 2 en bas, et du coup, on peut faire ce genre de configuration, mais le M1 Max ne peut pas être en configuration 4, donc s'il travaille sur une configuration 4, ce qui est pratiquement, moi je pense, obligatoire pour le Mac Pro, pour vraiment arriver à ça, ça veut dire qu'on aura un M2
un M2 un M2 extrême qui existera en 4 fois, et on se retrouvera avec un ultrafusion en mode croix, c'est-à-dire il y aura plusieurs interfaces comme ça, et puis on mettra à droite gauche un petit carré avec 4 processeurs. Et on le sait. Pourquoi on le sait? Parce que il y a quand même dans le monde de l'industrie du silicium, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, hein, chez AMD, chez Intel, etc. Et à chaque fois c'est les mêmes motifs géométriques qui reviennent, parce quand on fait ce genre de connexion, vous voyez bien que les puces, elles doivent être très très proches pour avoir des connexions les plus proches possibles, pour avoir de très très haut débit. Donc ça veut dire que vous collez, si vous êtes à 2, vous collez de face. Si vous êtes à 4, ça veut dire qu'en fait, il faut vous faire un petit damier avec les puces collées les unes sur les autres. Donc la géométrie dans les technologies du silicium, en fait, est très importante. La façon dont on agence les puces les unes avec les autres est très très importante. Donc il n'y a pas 36 000 motifs. Gilles, tu voulais dire quelque chose. Dit la dernière émission, les mettre en croix, un peu comme des fractales, ou en collant des iMac 2 à 2 l'un à côté de l'autre, et à 90 degrés en mettant 2 supplémentaires. Et on peut monter jusqu'à 6, jusqu'à 8 comme ça. Et ça a un effet, en plus, ça aurait un effet supplémentaire dans la mesure où le dégagement de chaleur serait beaucoup plus facilement évalué qu'avec des processeurs à plat. Le cerveau, alors uniquement avec 2, le cerveau fonctionne comme ça. On a 2 hémisphères, le droit et le gauche, donc, et au milieu, pour les faire communiquer, les faire correspondre, on a une petite interface comme la fabrique que décrivait Frédéric, qui s'appelle le corps calleux, et qui permet aux 2 hémisphères de communiquer. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la science et dans la technologie actuelle, le fait de mimer les solutions qui ont été petit à petit élaborées par l'évolution depuis des mois. Bon, je vois que tu rejoins quand même l'idée de Fred là, sur la disposition des processeurs. On va terminer cette première partie en parlant du calendrier que Gurman détaille. Alors, 2023, ce serait la finalisation du design de cette voiture. 2024, la confirmation des caractéristiques. 2025, les tests, pour un lancement en 2026. Au plus tard, donc dans 4 ans maximum, quoi. Ça vous semble plausible? Ça vous semble réaliste, Fabrice? Moi, je pense qu'il n'y aura pas de voiture, donc non. D'accord. Voilà, ils vont faire autre chose avec ça. Ils vont faire, on fera de la conduite en réalité virtuelle, mais il n'y aura pas de voiture. Donc non. Non. Bon, c'est clair. Fred? Moi, ce que je pense, il y a quelque chose à la voiture, honnêtement, j'en sais rien. Par contre, ce qui est sûr au niveau de Tim Cook, c'est qu'il se pose sérieusement la question de l'intégration, notamment de l'iPhone, mais on va dire de l'écosystème dans les voitures. On le voit, on l'a vu avec BMW qui peut utiliser les technologies d'authentification d'Apple pour Face ID, etc., pour déloquer des voitures. Je pense que Apple a quand même conscience que il faut être présent dans la voiture, c'est la continuité quand même de son écosystème, et d'une façon ou d'une autre, il se doit de travailler dessus. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu cher, hein, de lancer un tel projet, parce qu'ils ont quand même recruté des gens, hein. On sait quand même qu'il y avait il y a un vrai projet, hein, chez Apple. C'est pas des rumeurs, hein. Il y a quand même des CV, il y a des gens qui sont venus travailler, des experts de l'automobile. Mais je pense qu'ils cherchent, ça leur permet de faire la R&D, et donc Tim Cook doit se poser des questions par rapport à ça. Après, s'ils vont sortir une voiture ou pas, j'en sais rien. Je suis même pas sûr qu'Apple ait acté la chose. Gilles, ton sentiment sur le calendrier posé par Gurman, sur son caractère réaliste ou pas ou... J'en sais rien. J'étais au départ en 2014 quand c'est sorti. J'étais très très circonspect par rapport à ce type de projet. J'ai aucune lisibilité là-dessus. Gurman se trompe, mais il a un taux de réussite quand même assez bon, et c'est sûrement une bille comme moi, hein, en termes de microprocesseurs. Mais il a des gorges profondes chez Apple. Je pense qu'il a des canaux
privilégié qui lui parle et qui lui parle à dessein. Donc, il y a vraisemblablement quelque chose qui est là. Alors peut-être que ça fera partie des produits dont ils sont fiers et qui ne sortent jamais, hein, selon l'expression de feu Steve Jobs. Ça, c'est pour toi, Benjamin. Mais comme tu disais, Fred, ils y travaillent sérieusement. Maintenant, je ne sais pas, je ne suis pas une petite souris dans les couloirs de l'Apple Park. Et c'est bien dommage, Gilles, c'est bien dommage que tu sois pas une petite souris. Un gros rat. On prend tout un lapin. Si tu veux être un lapin dans les jardins, ça nous va aussi. Hein. Dans le jardin, ouais. Donc, il n'y a pas de... J'ai pas d'informations là-dessus. Mais encore une fois, j'ai toujours été circonspect par rapport à ça. Donc, mais si quelqu'un qui a à peu près 80% de taux de réussite revient régulièrement sur un sujet comme celui-là, c'est que y a quelque chose. Oui. Maintenant, je ne mettrai pas ma tête là-dessus. Bon, on y reviendra certainement dans la quotidienne, dans les jours qui viennent, et puis peut-être la semaine prochaine, avec le retour d'Eli qu'on espère. Eli qui est quand même le grand spécialiste de l'Apple Car dans l'équipe, donc je suis sûr que Eli fera des bons et aura plein de choses à ajouter à ce que on vient d'essayer de vous expliquer. Allez, on se retrouve dans une poignée de secondes pour vous raconter Tim et Joe dans l'Arizona. À tout de suite. Ce n'est pas un duel d'Igil à propos de Joe Biden et Tim Cook qui se sont donc retrouvés dans l'Arizona sur le site de l'usine TSMC, usine de processeurs qui doit tourner à plein régime à partir du début 2024. Quel débouché pour Apple, qu'est-ce que ça va changer ? Voilà ce que Tim Cook a écrit il y a quelques heures pendant cette cérémonie officielle, d'une certaine manière. Les processeurs Apple offrent à nos utilisateurs un nouveau niveau de performance et bientôt un grand nombre de ces puces porteront le sceau Made in America. L'ouverture de l'usine TSMC dans l'Arizona marque une nouvelle ère pour la production la plus avancée aux États-Unis et nous sommes fiers d'en devenir le plus gros client. Voilà le tweet que Tim Cook a donc posté. C'était ce mardi depuis l'Arizona, sous les yeux donc du président américain Joe Biden qui avait fait le déplacement pour l'occasion. Fred, toi qui es le super spécialiste des composants et notamment des processeurs, d'abord, qu'est-ce que ce site va avoir comme intérêt, et puis quel est le symbole de la présence du président américain ? Aussitôt, l'usine, elle tourne pas encore. Ouais, c'est politique, hein, c'est avancé. Alors, je rajouterais qu'il y avait quand même Maurice Chang, qui est le fondateur, hein, il est plus CEO, hein, mais il est le fondateur de TSMC. Donc c'est un monsieur quand même d'un certain âge qui s'est déplacé et qui a déclaré, voilà, le CEO actuel qui s'appelle Mark Liu a exaucé mon rêve que j'ai fait il y a 25 ans parce qu'il avait toujours rêvé de pouvoir créer une usine aux États-Unis et ça s'était jamais fait. Donc c'était important d'avoir Maurice Chang en plus de Tim Cook et de Joe Biden. Il y avait une vraie représentation de l'État, d'Apple et de TSMC. Mais je pense qu'effectivement l'usine à l'extérieur, elle est relativement propre. J'ai vu les photos là encore aujourd'hui, mais tout est à faire à l'intérieur et on n'a toujours pas livré les machines. Donc les machines, a priori, devraient pas tarder à arriver. Mais c'est vrai que c'est un peu tôt. Donc je pense que politiquement, Biden voulait effectivement marquer très vite, juste après les midterms, il voulait montrer très vite au peuple américain sur quelque chose qui est très important, que le chip, la loi qui a été votée de plusieurs dizaines de milliards pour faire venir et investir dans le silicium, hein, parce que je crois qu'on a 10% des puces actuellement, 10% des puces dans le monde qui sont produites aux États-Unis. Donc ça a beaucoup baissé ces 30 dernières années. Donc il voulait marquer politiquement et il n'a pas attendu la fin de l'usine, c'était trop tard pour lui. Donc c'est très politique, Apple aussi. On ne sait pas combien ça va coûter par contre. C'est-à-dire les puces qui vont sortir d'ici, ça sera peut-être pas le même prix qu'à Taïwan. Ouais, alors, c'est un point évidemment. On le sait d'ailleurs ça, à vrai dire. Hyper intéressant. On le sait ça, Fabrice ?
Le TSMC a indiqué que probablement, c'est une estimation, les puces coûteraient à produire 50% plus cher à produire aux États-Unis que ailleurs. C'est énorme. Parce que il faut embaucher des gens qu'on paye pas le même prix que les esclaves en Chine et tout ça, quoi. Donc c'est pour ça que c'est en l'état actuel des technologies qui seraient employées. On ne sait pas encore exactement. Fred parlait des machines qui ne sont pas arrivées. On peut aussi imaginer qu'il y aura beaucoup plus de mécanisation, par exemple, qu'il y en a dans les usines en Chine. Comme lorsque il y a eu l'arrivée sur le sol des États-Unis pour la fabrication des Mac Pro, c'était des robots qui fabriquaient les Mac Pro. Sinon, c'était pas possible en fait. C'était déjà une machine chère. Donc voilà, donc, le rapatriement de ce genre de truc. J'ai pas entendu, pardon. Au salaire américain, c'était pas possible. Non, bah voilà, bien sûr. Alors, si je puis me et permettre... on sait que le salaire américain, il est déjà pas très élevé en taux horaire, hein, donc c'est de ça dont on parle. C'est vraiment intéressant. C'est un pas intéressant. On pourra rajouter sur le côté politique que décrivait très bien Fred. On est en plus dans un moment de l'histoire où ça bouillonne en Chine, là où quasiment tout le monde a mis tous ses œufs dans le même panier chinois pour tout fabriquer là-bas. Il y a les événements qu'on a relatés souvent dans la quotidienne et ici aussi. Le mouvement pour sortir de la Chine pour fabriquer tout ça a commencé il y a quelques années, parce que ça s'anticipe quand même. Et faire une opération photo comme ça vient d'être décrit, c'est vraiment important pour montrer qu'on y travaille véritablement. Hein. C'est aussi pour rassurer les investisseurs, etc. Oui, rassurez-vous, on ne sera pas coincé en Chine. Ouais. Alors, Fred, si je puis me permettre un point vraiment important, je me permettrai, Fabrice, excuse-moi de te rectifier. La plupart des puces, en fait, ne sont pas fabriquées en Chine. Les Chinois, en fait, paradoxalement... à Taïwan, oui, t'as raison. Et les Chinois, en fait, ils sont pas très très bons pour la fabrication des puces en fait. Et ils produisent très très peu, c'est moins de 5% des puces qui sortent en Chine. Donc ça, Taïwan, donc c'est quand même une démocratie et les gens sont relativement bien payés parce que c'est un pays mais ils ont un vrai savoir-faire. Les gens tournent en 3/8, c'est des métiers assez difficiles. On a eu ça en France, on a aussi des gens qui travaillent comme ça dans les usines à Grenoble et avant à Nantes et à Montpellier. IBM, je crois, était à Montpellier. Donc c'est des 3/8, c'est vrai qu'aux États-Unis, avoir ce personnel assez qualifié avec des conditions difficiles, vous êtes en chambre froide, il fait voilà, c'est des environnements secs, vous avez des blouses, etc. Donc c'est pas des métiers faciles et avec les 3/8 ça se paye aux États-Unis aussi. Donc il y a un surcoût quand même qui est important. Et à Taïwan, il faut bien imaginer que quelque part l'île elle a été pratiquement tout est conçu avec les autorités pour que ça fonctionne, pour que l'écosystème soit hyper optimisé. Et ça a pris 20 ans. Donc c'est pas forcément le cas à Phoenix, puisqu'on parle de la ville de Phoenix. Les usines sont au nord de Phoenix. Alors il y a une grosse usine Intel, il y a la plus grosse usine Intel, je crois qu'elle est dans la banlieue au sud-est de Phoenix. Donc c'est la plus grosse usine Intel des États-Unis, mais ils ont pas le même écosystème effectivement qu'à Taïwan et donc du coup ça va coûter effectivement plus cher en main-d'œuvre et en production. Mais après je sais pas si c'est 50%, mais ça va coûter plus cher et je sais pas comment Apple va étaler ça. Voilà. Gilles, on voudrait t'entendre sur l'officialisation qui a eu lieu mardi, sur le symbole aussi, pour tous ceux qui étaient là. Oui, c'est ce qu'on disait ce matin aussi dans la quotidienne, c'est que il y avait une élection très importante en Géorgie ce mardi-là pour consolider la majorité démocrate au Sénat, qui est la plus importante. 50-50, s'il y a un décès, ça peut basculer. 51 plus la vice-présidente, c'est quand même, on peut voir un avantage venir, même s'il n'y a pas beaucoup d'avance. Et puis, Fred y faisait allusion, les midterms sont terminés. Maintenant, la campagne pour le renouvellement de la Chambre et surtout les élections, une partie du Sénat, pardon,
Et les élections présidentielles a déjà commencé, c'est dans 2 ans. Donc il faut s'y préparer, il faut marquer des symboles, sachant qu'en plus il y a une question de sauvegarde. Fred le disait, la Chine n'est pas très bonne, est en retard sur les microprocesseurs et les composants électroniques. Au-delà de la dimension militaire et symbolique, ils veulent absolument Taïwan pour cette raison-là, pour mettre la main sur ces capacités industrielles-là, de la même manière qu'avec Macao, ils ont eu l'industrie du jeu, qui est très importante en Extrême-Orient, et avec Hong Kong, c'était l'ingénierie financière. Donc pour viser la place de numéro 1, qu'ils visent sur tous les domaines en 2050, ils ont besoin de Taïwan. Sachant que TSMC a mis une usine sur le territoire chinois en 2 nanomètres. Il y a la jumelle de ce qu'elle est en train de mettre en place dans le tissu, dans l'écosystème qui est le sien à Taïwan, dans la banlieue de Taipei. Ils ont donné des gages un peu aux Chinois, et ils ont construit ils sont en train de construire l'usine jumelle de ce côté-là. Mais le fait d'avoir des usines TSMC qui sont pas au top, on sera du 3 et du 4 nanomètres, c'est pas les 2, voire 1 nanomètre qui sont annoncés à Taïwan. Mais c'est aussi une sécurité dans l'approvisionnement stratégique des États-Unis. C'est aussi pour ça que c'est important. Alors, justement, je me tourne vers toi, Fred, parce que on a besoin de ton expertise pour y voir clair dans tout ça. D'abord, j'ai entendu qu'en Arizona, là, sur ce nouveau site, il y aurait non pas une, mais 2 usines. Est-ce que tu peux nous expliquer que vont-elles faire chacune et en quoi elles vont se différencier? Pourquoi il y a une 2e usine qui arrive sur la première? Alors, ce qui est officiel, TSMC a expliqué, ils ont déclaré qu'ils investiraient sur ce site-là, donc composé de 2 sites. La première, on la connaît, c'est la Fab 21, le nom, parce qu'ils numérotent les usines, qu'on appelle Fab en anglais. Et donc, TSMC en a profité pour expliquer qu'ils allaient consacrer 40 milliards de dollars dans la capacité de production des puces sur ce site-là, donc pour les 2 usines à terme, globalement, en Arizona. Donc c'est quand même très important. Tout ça pourquoi? Parce que ils veulent pouvoir produire avec ces 2 fabs à terme, c'est-à-dire en 2026, quand les 2 vont ouvrir, seront ouvertes à peu près. Ils ont annoncé 600 000 wafers. Les wafers, c'est les gaufres, c'est des petits disques où dedans on va mettre plus ou moins de puces en fonction de la taille de la puce. Donc beaucoup de M1. Beaucoup de A16, mais par contre pas beaucoup de M1 Max parce que c'est un peu plus gros et il y a plus de pertes. Donc en gros, ça fait 50 000 wafers par mois. Parce que souvent on parle en wafers par mois, donc c'est pas mal, mais ça suffira pas pour tout Apple, mais ça permettra je pense, de protéger Apple qui avait quand même déclaré, je crois que c'était 6 milliards de dollars de pertes de vente à cause de l'incapacité à avoir des puces. Alors c'est un chiffre un peu vague parce que est-ce que c'est que des puces de TSMC? Il y a d'autres puces qui étaient en pénurie. Oui. Mais on voit que 6 milliards de pertes au niveau de la bourse, des actionnaires, etc. Et s'ils avaient eu des capacités de production aux États-Unis, ça pourrait quand même aider, je pense, à diminuer la casse, quoi. Ouais, Fabrice, 6 milliards, c'est moins que ce qu'Apple va perdre avec les iPhones qui vont pas sortir de Chengdu. Ouais, c'est ce qu'on a évoqué, parce que si ça se trouve, on a évoqué 10 millions d'iPhone qui seraient pas sortis des usines, et donc à $1,000 chacun, ça fait un sacré paquet de milliards. On voit bien, enfin tout ça mis bout à bout, on a souvent indiqué à raison que Tim Cook était un des maîtres de la chaîne d'approvisionnement pour optimiser tout ça, pour qu'il y ait une production au cordeau qui produise suffisamment d'appareils, que ce soit les iPhones ou les autres, mais pas trop non plus pour pas qu'il y ait de pertes, etc. Et là, la machine se grippe un peu parce que
avec tout ce qui se passe en Chine, à Taïwan, partout, bah là, on voit bien que Apple et les autres ont besoin de revoir un peu leur circuit d'approvisionnement. Et tout ça, ça bouge pas vite. Hein. Que TSMC soit prêt en 2024 et puis en 2026 pour la deuxième fab, c'est comme un gros paquebot, quoi. Et Apple en particulier, c'est un immense paquebot. On sait que les iPhones sont conçus 2-3 ans à l'avance. Donc eux, ils savent quand est-ce qu'on aura un iPhone avec USB-C. Nous, on sait pas, mais eux, ils savent ça depuis longtemps. Voilà, et ça se change pas comme ça du jour au lendemain. Donc il faut investir des dizaines de milliards de dollars avec des partenaires comme TSMC. Ça m'a fait sourire dans le tweet que tu as cité. Tim Cook dit nous sommes fiers d'en devenir le plus gros client, c'est aussi le plus gros investisseur. En gros, Apple a mis la main à la poche pour payer la fabrication de l'usine, la construction de l'usine, parce que c'est habituel. Tu confirmes, Fred? Alors ça je sais pas. Je sais que avec le chip, c'est-à-dire ce qui a été voté par Biden, c'est je crois c'est 40 milliards d'aides qui sont déversés, etc. On sait qu'Apple sponsorise TSMC. Par contre, je pourrais pas vous dire combien ce sponsoring est fait. Par contre, ce qui est intéressant quand même pour Apple, pour ceux qui connaissent comme Fabrice les États-Unis, c'est que Phoenix, c'est quand même à 2 heures d'avion de San Francisco. C'est vraiment pas loin. C'est pas loin non plus du Mexique. Donc, si Apple voulait, par exemple, faire de l'assemblage peut-être pas au Brésil, hein, mais un peu plus proche d'eux, c'est quand même pas très loin. Donc, ça, ils pourraient créer une chaîne spécifique. Alors pas pour le monde, mais je pense que pour les États-Unis, avec des produits vraiment 100% Apple fabriqués au Mexique. Vous voyez. Donc peut-être qu'ils sont en train de travailler à ça. Mais par contre, on sait pas exactement les relations contractuelles qu'il y a entre TSMC et Apple. On sait qu'Apple a beaucoup de cash, ils peuvent prêter beaucoup d'argent et que TSMC a besoin de beaucoup d'argent pour investir. Donc moi, ça m'étonnerait pas effectivement qu'Apple soit un peu plus qu'un client. D'ailleurs, je pense que c'est plus un partenaire qu'un client. Ouais. Fred, je profite de tes lumières parce que je voudrais qu'on soit très, très précis sur la définition de ce que sont ces usines. C'est donc 2 sites dans l'Arizona, 2 nouveaux sites. Alors, on n'a pas dit à quoi ils allaient servir l'un et l'autre, donc est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Et puis tu parles de 2026, alors que j'ai lu partout que ce serait plutôt début ou mi-2024 qu'elle tomberait à plein régime. Ouais, pour la première fab, celle qu'on appelle Fab 21, puisque comme je vous le disais, sont numérotées, on n'a pas le numéro de la deuxième usine, puisqu'elle est pas démarrée. Et en fait, à chaque fois qu'ils construisent une usine, ils incrémentent de 1. Hein. Donc ça sera peut-être pas la Fab 22, peut-être qu'il y aura une autre usine qui sera créée avant. Mais la Fab 21, c'est la première, effectivement, ça rentrera en production en 2024. L'année prochaine, donc ça prend presque 2 ans de faire ce genre de choses. Comme tu disais, même si on décide, il faut du temps. Du coup, effectivement, la première fab, ce qu'elle va pouvoir faire, au début, c'était du 5 nano. Là, ils ont consenti à dire, parce qu'il y a eu beaucoup de questions, qu'en fait, il ferait probablement du 4 nanomètres, voire du 3. Mais il reste flou, c'est des choses qui sont un peu... Mais le 3 arriverait sur la deuxième fab. Donc, comme le 3 va arriver cette année, si vous voulez, il n'y aura pas le state of the art, vraiment le dernier cri de la technologie taïwanaise de TSMC, on l'aura pas forcément aux États-Unis. Vous voyez, en termes de production. Donc je pense que si on a du 3 nanomètres qui arrive en 2024, ça viendra peut-être pas de ces usines-là. Mais il faut se méfier parce qu'ils disent pas tout aussi. Il y a des stratégies aussi entre les fabricants. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va être peut-être plus simple pour les gens d'Apple. Les gens qui sont à San Francisco, il y en a même des gens dans le Silicium au Texas, ça sera peut-être quand même plus simple de travailler avec TSMC s'ils ont des ingénieurs et dans ces fabs, il y a aussi des machines pour tester et puis pour expérimenter et faire de la R&D. Ça sera probablement plus simple pour Apple de travailler avec TSMC en termes de réactivité. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'allers-retours à Taïwan, donc c'est quand même un long trajet. Avec du décalage horaire, c'est pas toujours facile. Et là, ils auront peut-être aussi ces aspects-là de réactivité qui sont donc quand même importantes dans les relations entre TSMC et Apple qui conçoit le design des puces.
Donc à 2 heures, hein, c'est à 2 heures de San Francisco, c'est rien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis, là, chez Apple, qui sont ravis d'avoir ce genre de production sur leur territoire. Alors, premier site, donc, va faire du 5, du 4 et peut-être du 3. Et alors, le deuxième, il sert à quoi, alors ? Non, le 3 peut-être pas. Hein. À mon avis, voilà. En fait, le deuxième va servir à augmenter la production, parce que une production Il va faire la même chose ? Alors peut-être la même chose, mais ils peuvent très bien, comme ça va être décalé, monter la deuxième usine pour faire du 3, par exemple du 4 et du 3 nanomètres, en profiter puisque les process seront un peu plus perfectionnés. Je suis pas sûr que TSMC ait envie d'avoir le dernier cri de leur technologie, à savoir le 3 ou le 2 nanomètres sur le sol américain avec des ingénieurs américains. Je suis pas sûr, vu ce qui s'est passé en termes d'espionnage économique, etc. Je pense que c'est beaucoup plus facile pour TSMC de protéger sur son sol que sur le territoire américain. Donc voilà, vous aurez pas les dernières puces fabriquées sur le sol américain. Par contre, vous pouvez avoir quand même beaucoup de puces, les puces de Mac, les puces d'Apple Watch, des AirPods, etc. qui utilisent pas forcément le dernier procédé de fabrication, qui pourrait être très bien produit sur le sol américain. De quoi Apple va avoir besoin dans les 2 ans qui viennent, déjà à court terme ? De quelle finesse de gravure ? Alors, en fait... Ils en veulent du 5, Apple, ou pas ? Ils veulent déjà du plus fin. Le 5, on en a... En ce moment, il en reste quand même pas mal, des 5, là. Oui, il en reste pas mal, des 5. Alors, en plus, il faut noter un truc. Quand vous parlez de 4 nanomètres, c'est pas un process de gravure 4 nanomètres vraiment. En fait, c'est du 5. D'accord ? C'est du 5, c'est un peu du marketing. En fait, actuellement, chez TSMC, vous avez le 5 nano, des machines qui sont capables de faire du 5 nano, et puis vous avez un autre procédé pour des machines qui font du 3 nano. Le 4 nano, c'est une version du 5 vraiment améliorée, qui fait que dans certaines configurations de transistors, ça pourrait ressembler à du 4 nano en termes de distance si c'était vraiment du 4 nano. Mais c'est pas, en fait, c'est plutôt du 5, si vous voulez. Donc, on a vu le N5, on a vu je sais pas si vous vous rappelez le N5P, qui est un processus 5 nano amélioré. Le N4 qu'on a vu arriver récemment, en fait, c'est un 5 nano qui, dans certaines configurations, aurait vraiment toutes les caractéristiques d'un process en 4 nano. Mais en fait, il ne l'est pas vraiment. Donc le 3 nano sera vraiment un vrai bond, c'est vraiment un nœud différent, vraiment où là on va avoir vraiment des performances et des économies d'énergie significatives. Et puis vous avez vu sur la dernière puce en 4 nano qu'en fait ça n'a pas révolutionné les performances et la consommation. C'était quand même relativement proche de ce qu'on faisait en N5P. Donc le M2 il est gravé en quoi ? Le M2, il est gravé en N5P. Donc le 4 nano et le 4, il est lié, il est sur la dernière puce A16, je crois. C'était la puce de l'iPhone qui est en 4 nano de mémoire. Je sais pas mes notes, mais parce que je commence à perdre mon latin. Donc la puce de l'iPhone est gravée plus finement que la puce des Mac, des derniers Mac. Ouais. Mais les contraintes sont beaucoup plus fortes. Hein. Les contraintes sont beaucoup plus fortes. Hein. Les contraintes sont beaucoup plus fortes sur. Il faut voir quand même que vous le savez, 70% du business c'est l'iPhone, la Rolls. Enfin, je veux dire, Tim Cook, c'est aussi un financier. Donc, si vous devez mettre les meilleurs moyens avec une concurrence la plus forte possible, et la concurrence sur les smartphones est beaucoup plus forte que sur les Mac, entre Mac et PC, c'est pas vraiment les mêmes, les mêmes clients, les mêmes besoins, etc. Donc, il met tous les moyens sur d'abord l'iPhone. Donc, voilà. Après, le N4, c'est du marketing, c'est du 5 nano amélioré, et c'est déjà très bien de le faire, hein, mais c'est bon, c'est du marketing, il faut pas, voilà. Ouais. Et donc le calendrier de l'usine, c'est entre 2024 et 2026, et il va se passer quoi alors ?
Alors déjà, je pense que bon, c'est dans le désert, c'est au nord de Phoenix. Ils ont un gros carré, hein, ils ont une grosse surface pour s'étendre. Ce qui va se passer, c'est que d'abord ils doivent finaliser la partie fabrique 21, comme je vous dis, pour qu'elle rentre en production, et puis ils lancent la partie fabrique 22 ou 23, on verra le nom qu'elle aura. Ils vont le fabriquer un peu plus tard, mais je pense que pour des effets d'annonce. Euh, et puis aussi parce que les gens se rencontrent, hein, entre le fondateur de TSMC, Biden, et Tim Cook. Il y avait même le PDG d'NVIDIA qui était là, je crois, ou un représentant d'NVIDIA, Oui, d'AMD aussi, et qui a d'AMD aussi. déclaré Ouais. qui serait client. Je pense que, en gros, il dit bon, voilà, il y a le fameux chip, l'accord. Il faut que je retrouve le nombre mais c'est le montant du budget pour aider à l'installation de nouvelles unités de fabrication, et c'est énorme par rapport à ce qu'on a mis nous en Europe. On parle d'1 milliard en Europe, eux, ils sont à 52 milliards, je crois, un truc comme ça. Mais je pense que voilà, il fallait faire une annonce Hmm. un peu surprise, montrer voilà, il y avait une feuille de route jusqu'en 2026. Et puis de toute façon, comme je vous l'ai dit, pour produire beaucoup de puces sur le sol américain pour satisfaire le marché américain, il fallait des unités de production supplémentaires, et il faut bien deux fabs, pardon, pour y arriver. Avec une, vous y arrivez pas. Hmm. Vous n'arrivez Gilles, pas à compenser. tu voulais dire quelque chose à l'instant. Que mettre des sous à l'avance, acheter de la production en avance pour financer les usines, c'est ce que fait Apple depuis qu'ils ont du cash. Je crois qu'ils ont fait ça avec Toshiba pour ce fameux disque micro disque dur. Ils l'ont fait en tout cas en 2005 avec Samsung pour euh, pour la mémoire NAND quand il s'est agi de faire le nano. Ils font ça régulièrement. Ils ont même refait ça à nouveau avec Samsung quand ils ont voulu des écrans, je crois, relativement récemment. Et la guerre entre les deux sociétés n'était pas tout à fait terminée, mais on sait on sait faire ce qu'il faut pour que les affaires puissent continuer. Bon bah voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette usine TSMC dans l'Arizona. C'est un sujet qui va nous accompagner quelques années, Fred. Oui, oui, ça va nous accompagner quelques années, et c'est vrai Apple a vraiment une position de force. C'est vraiment une stratégie payante, hein, pour Apple, hein, quand même, par rapport à la concurrence. Donc moi je trouve que ça va être intéressant à observer, de voir comment Apple et TSMC vont travailler sur le sol américain, et moi je pense notamment, alors bien sûr il y a les nouveaux Mac, etc., l'arrivée des 3 nanos qui va arriver sûrement cette année. Est-ce que ça va arriver sur les MacBook Pro avec le cycle de 18 mois, ou est-ce que ça va arriver sur le prochain iPhone en septembre, qui sera vraisemblablement en 3 nanos, puisque TSMC sera en capacité a priori de le faire, voilà. Mais il y a aussi le casque de réalité virtuelle, hein. On sait que, enfin moi j'entends beaucoup de gens parler sur le casque de réalité virtuelle avec du M2. Je rappelle que quand vous faites un tel projet, c'est un casque de réalité virtuelle, comme disait Fabrice, c'est pas tout à fait un Mac, hein. Il y a beaucoup de caméras, il y a beaucoup de localisation, il y a tout un dispositif d'entrée-sortie qui est très différent. Mais quand vous faites un système d'exploitation spécifique pour ce casque-là, ce qui est pas anodin en termes d'investissement, de créer un autre système d'exploitation, hein. Donc c'est pas iOS, c'est pas du macOS, c'est encore autre chose, comme ils ont fait d'ailleurs pour WatchOS. Je vois pas pourquoi Apple lui réutiliserait une puce M2 qui est pas conçue pour ça. Donc je pressens, je vous le dis, je m'avance un peu, je pressens qu'Apple ne fera absolument pas de M2 sur son casque. Ils vont faire un processeur spécifique, ou voire plusieurs processeurs. Ils peuvent en faire 2, et ils vont faire un processeur vraiment sur mesure pour avoir le casque le plus fin possible, mais avec une puissance de calcul qui sera supérieure à celui d'un iPhone, et avec des choses un peu particulières. Et alors, peut-être qu'il sera pas en 3 nanomètres, peut-être qu'il sera en 4 nanos s'il sort cette année. Ça dépend, je connais pas les capacités actuellement de production de TSMC, s'ils peuvent tout faire, des Mac Pro en 3 nanos, l'iPhone, le prochain iPhone en 3 nanos, et puis des casques de réalité virtuelle en 3 nanos, ça fait beaucoup, hein, quand même. Mais tout ça, ça va être passionnant à voir en 2023. Je pense que on va se régaler. On va vraiment se régaler. Mais pour rebondir sur ce que dit Fred, la formulation exacte
de Mark Gurman dans sa livraison là, à ce propos était de plus d'une puissance comparable au M2. C'était pas exactement du M2 qui était cité. N'empêche que le 3 nano, c'est un truc de fou. Là, il y a une compétition à celui qui va être en capacité de sortir le 3 nano le plus vite possible. Et apparemment, TSMC, c'est pas évident. Hein. À sortir, c'est pas simple. Hein. Parce qu'ils avaient dit on sera prêt en S2 pour lancer la production. Et puis il n'y a pas tellement d'infos comme quoi les usines produisent des puces 3 nano. Donc on sait jamais si c'est parce qu'ils arrivent à garder le secret chez eux et qu'ils cachent ça à Samsung, qui essaie aussi de le faire, ou si vraiment c'est pas simple. Mais je sais que Srouchi, il a toujours des plans B. Donc s'il est pas capable de sortir du 3 nano pour les MacBook Pro, là, au bout de 18 mois, il sortira peut-être une autre version, un truc un peu qui sera un peu fade, mais. Ouais. Mais ça va être rigolo de voir. Hein. Ça va être rigolo à voir, je pense. Merci beaucoup, c'est passionnant et on va continuer à suivre évidemment la construction de cette usine dans l'Arizona. On marque une toute petite pause et Gilles reste à fond les ballons puisqu'on va revenir avec toi sur les 900 paliers de prix qu'on va découvrir très bientôt sur l'App Store. À tout de suite. La mise au point de Gilles Dounès. Gilles, tu voulais revenir aujourd'hui sur l'ouverture de l'éventail des prix possibles sur l'App Store. Apple l'a annoncé il y a quelques heures et ça va entrer en vigueur au printemps prochain. Non, Benjamin, c'est toi qui voulais que je revienne là-dessus parce que j'avais pas de sujet sur ma chronique cette semaine. Oui, c'est pas faux, mais c'est pas un mauvais sujet. Hein. Non, effectivement. Concrètement, Apple fournira aux développeurs 900 points d'entrée de prix, ainsi que de nouveaux outils de tarification de l'App Store pour fixer les prix pays par pays, devise par devise et puis par région. Et les prix commenceront à 0,29 $, c'est-à-dire 29 cents, et pourront aller jusqu'à 10 000 $. Sachant que pour la première fois aussi, il pourra y avoir des prix ronds. Les développeurs auront besoin de l'approbation pour les niveaux de prix les plus élevés. Et évidemment, du coup, ça a fait penser à Basic Apple Guy, qui commence à être bien connu maintenant sur Twitter, pour tout ce qui concerne la rumeur Apple. Il a pensé à un épisode du début de l'App Store, où un petit malin avait vendu 999,99 $, une application totalement inutile, qu'il avait baptisé I Am Rich. Apple avait immédiatement retiré l'application de l'App Store à l'époque, Gilles, mais des petits malins en avaient fait un adage. On peut vendre une application 1 000 $ à une personne, une fois. On peut vendre une application à 1 $ à 1000 personnes 1000 fois, mais on ne peut pas vendre une application 1 000 $ à une personne 1000 fois. Et t'es content, Gilles? Oui, je suis content, vas-y. Bah non. C'est encore un mois après? Non. On ne peut pas vendre une application à 1000 personnes 1000 fois. Prenez un chewing-gum, Émile. Prenez un chewing-gum, Émile. Ah, je l'ai compris. Alors moi, ce qui me semble intéressant dans cette histoire, c'est la liberté ou l'illusion de la liberté qui est donnée aux développeurs sur le prix de vente et le choix des devises, marché par marché. Et donc, pour moi, c'est une illusion parce que bien peu d'entre eux auront les ressources nécessaires pour pouvoir le faire en connaissance de cause. Ça s'adresse surtout aux grosses entreprises et aux gros studios. Et c'est là où on en vient ces fameux 10 000 $ de prix maximum pour les applications sur l'App Store, qui feront d'ailleurs l'objet d'autorisation de la part d'Apple, d'autorisation préalable, on l'a dit. Il s'agit vraisemblablement d'une demande de la part de grosses sociétés de logiciels qui ne se sont pas contentées de l'iPhone et qui vont aller vers l'iPod Pro. Donc on peut penser à de grosses machines comme AutoCAD ou même des abonnements de flotte avec des logiciels onéreux à l'année. Pourquoi pas des plans pluriannuels? Donc on y verra un peu plus clair au printemps prochain quand les fonctionnalités seront effectivement opérationnelles. Ouais, mais la nouveauté, c'est qu'en permettant de
facturer ses prix sur l'App Store, Apple va récupérer ses 30% sur des gros montants. Bah, c'est pas évident. C'est charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu connais Apple. Et est-ce que ça peut être lié à de nouvelles applis, peut-être très spécifiques, mais qui viendraient par exemple fonctionner avec le futur casque? C'est pas exclu. C'est une bonne hypothèse, moi, je trouve. Alors je profite de ta mise au point, Gilles, pour vous répercuter une question que StuffMac nous a posée via Twitter. Alors je lis son message. Il voudrait savoir, et je change un peu de sujet, hein, mais on est dans iWeek, ce qui est le plus adapté entre une application de cardio, donc de rythme cardiaque payante, pour sa vieille Apple Watch, entre guillemets, un modèle première ou deuxième génération, ou une Apple Watch plus récente avec l'app native Apple de mesure du rythme cardiaque. Il nous dit: j'ai bien conscience que l'achat d'une nouvelle montre sera plus cher, mais si une app native est plus performante que l'app cardio et ne nécessite pas d'abonnement, alors il voudrait avoir notre avis là-dessus. Est-ce que tu en as un, Fabrice? Quelle que soit l'application, de toute façon, si on s'appuie sur le capteur qui est sur la montre, on n'aura pas de données différentes, quelle que soit l'application, que ce soit l'application native d'Apple ou autre chose. On va pas pouvoir avoir quelque chose de plus précis sous prétexte qu'on achète une application payante. C'est là qu'il y a peut-être un lien avec la mise au point de Gilles. C'est pas parce que c'est payant que c'est mieux, et donc l'application cardio-rythme cardiaque là a peut-être été créée par le gars qui a fait I Am Rich, parce que du coup ce sera pas plus précis. On aura un traitement des statistiques peut-être plus élaboré avec les mêmes données recueillies. On peut faire des graphes différents et présenter ça de manière différente. Ça, il y en a plein des applications comme ça sur l'App Store qui sont très intéressantes au niveau du sommeil, aussi au niveau du comptage des pas et des choses comme ça. Mais si son but c'est d'avoir un capteur plus précis, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que de passer à une autre montre, ou alors de passer à, si on veut quelque chose vraiment d'encore plus précis, à une ceinture abdominale. Si c'est fait pour, par exemple, pour capter donc les fréquences cardiaques pendant qu'on fait du jogging, par exemple. Et là, quand on est un peu pro sur le sujet, c'est ça qu'on prend. La montre, c'est vraiment très bien, mais si on veut être optimal, c'est une ceinture abdominale qu'on prend. Ouais. Alors, pour être tout à fait précis, la question de StuffMac, elle porte sur le choix entre l'application payante qui s'appelle Cardio Rythme Cardiaque et une éventuelle nouvelle Apple Watch. On peut peut-être préciser depuis quelle génération est-ce que l'Apple Watch est équipée d'un véritable capteur de cardio pour faire des ECG. Je crois que c'est la série 6 de 4. mémoire. Mais... La 4. Non, c'est la 4. La 4 et l'électrocardiogramme sur la 5. C'est celle que j'ai. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est d'avoir le dernier capteur qui physiquement va mesurer la fréquence et les petits problèmes éventuels, ou au contraire suivre l'effort de façon optimale. Ça sera plus sensible. Sinon, ce que dit Fabrice, c'est... T'es sûr de ça? Plus le capteur est récent, plus il sera efficace et plus il sera fin. J'en sais rien, c'est peut-être le même depuis la série 4 ou 5. Hein. Ouais, c'est ce que je pense, que c'est le même. Entre une série 0 d'il y a 10 ans, bien sûr, et aujourd'hui, mais sinon, on a bien vu les évolutions des Watch depuis la série 5, c'est le même processeur, etc. Il y a des capteurs en plus, mais sinon, c'est les capteurs qui sont dessus sont en gros les mêmes, quoi. Le processeur évolue, et sinon, il y aurait une rétrocompatibilité, à mon sens, au moins sur une génération ou deux. Je vois pas pourquoi ils se seraient privés de ce type de rafraîchissement qui aurait drainé au contraire un nombre supplémentaire de clients en disant
à la manière de l'iPhone, on en a pour notre argent. C'est toujours chez Apple le capteur qui empêche la rétrocompatibilité, la compatibilité descendante avec les nouvelles fonctions. Vous avez dit, je crois que c'est toi Gilles, que le capteur était apparu sur la série 4 et le CG est sur la série 5. Ouais. Il y a un capteur de fréquence cardiaque, ça existe depuis la série 0. Ouais. La montre a toujours fait une capture de la fréquence cardiaque. Tout à fait. Ensuite, le CG est arrivé sur la série 5. Ouais. Voilà, donc on peut conseiller au minimum d'acquérir une série 5. Tout à fait, c'est celle que j'ai achetée, vous appuyez sur le bouton et puis ça fait le tour des bras et vous avez votre cardio qui est fait en 1 minute là. C'est la série 5, ouais. Voilà. Mais j'ai pas regardé l'application, mais si c'est juste pour faire du rythme cardiaque, on n'a pas besoin de CG, hein. C'est pas, ça sert pas à ça. Non, par contre, Fabrice, ce qui peut se passer, c'est que moi je l'utilise, je fais du vélo pour aller au travail, et avec la dernière version d'Apple Watch, et là toutes les Apple Watch peuvent pas être mises à jour, il y a la possibilité d'être notifié, il y a des zones de fréquence cardiaque maintenant. Et donc vous avez des symboles, vous pouvez choisir votre cadran. Et moi, par exemple, quand je change donc il y a une plage genre 100 à 130, au-delà de 130, etc., avec des couleurs. Et vous pouvez dans les alertes dire je veux être alerté, et il y a la voix qui parle, et il vous donne dès que vous changez de plage cardiaque, il vous dit vous êtes passé à 138. Vous êtes descendu en dessous de la plage 130, 150. Donc ça permet, quand on fait par exemple du vélo, de savoir qu'on est dans la zone 2, ils appellent ça des zones d'ailleurs, zone 1, zone 2, zone 3, et ils vous donnent en temps réel, comme ça de temps en temps, votre fréquence cardiaque dès que vous changez de zone. Donc le fait d'upgrader d'Apple Watch vous donne peut-être accès à la dernière version de WatchOS qui vous donne plus d'informations pratiques, mais je pense pas que le capteur soit plus précis ou pas. Peut-être qu'il est, mais en tout cas, ils ont pas communiqué dessus. Hein. Mais par contre, il y a plus de fonctionnalités qui sont sympas quand on fait de l'endurance notamment. Je pense que les sports d'endurance, ça peut être sympa. Sauf la natation, parce que je vois pas la montre vous parler quand vous êtes dans l'eau, hein, honnêtement. Alors, je checkais l'appli cardio que StuffMac a cité dans son message. Je vois pas de dispo pour Apple Watch. J'en vois pour Mac, pour iPhone et pour iPad. Alors, je sais pas où est la compatibilité Apple Watch. Et les prix, alors elle est gratuite en plus, donc elle est pas payante. Et l'option in-app la plus chère coûte 12 €. Donc c'est pas sur ça que ça va jouer, je pense, en termes de choix. Donc écoute, StuffMac, je crois qu'on a essayé de te répondre au max de nos possibilités. Voilà, et je sais pas si vous voyez là mon écran. Tu partages quoi, ton ECG, c'est ça, oui? Non, en fait, si vous voulez, avec ces zones, là c'était le chemin que j'ai fait tout à l'heure pour revenir chez moi. Donc je vais essayer de le centrer un petit peu, que ça soit un peu net. Vous voyez, il y a zone 1, zone 2, zone 3 par couleur. Et ça, c'est les fameuses plages de BPM. Et il vous donne, alors il le donne oralement quand je change, mais dans le reporting maintenant, je peux savoir dans combien de temps j'étais dans quelle plage. Là, on voit que tu as passé effectivement 2 minutes 17 en zone 3, donc avec une fréquence cardiaque entre 138 et 148. Voilà, il y a des pentes. Là, c'était donc c'est quand même sympa. Il y a des évolutions qui ont été faites là sur la dernière version. Là, c'est l'application Activité. Donc Apple écoute, je pense un petit peu, même si c'est un peu long des fois pour les mises à jour, mais Apple écoute les gens qui font du running ou du vélo et qui ont besoin de savoir dans quelle plage ils se situent. Vous voyez, que par exemple, si je suis dans une eau-côte, il va me dire que je suis dans la zone 3 ou la zone 4, c'est important. Voilà. Bon, voilà, StuffMac, j'espère qu'on t'a aidé au mieux, en l'absence d'un spécialiste de l'Apple Watch qui est François, qui pourra peut-être compléter via Twitter dans quelques heures. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour nos coups de cœur et nos cartons de la semaine. Nos coups de cœur, nos cartons de la semaine. On va commencer par notre invité, Frédéric Crassa. Tu as un petit objet entre les mains.
Oui, alors je vais essayer de Qu'est-ce le que c'est? positionner. Alors vous voyez, c'est un chargeur, c'est MagSafe, hein, on reconnaît le cercle là et la petite barre dessous. Donc on peut effectivement, c'est assez léger, ça fait 10 000 ampères-heure, hein, donc c'est une batterie quand même assez conséquente mais vraiment je voulais avoir quelque chose de très léger que je puisse transporter facilement dans la poche notamment, et elle a la particularité effectivement d'être MagSafe. Elle a aussi la particularité d'avoir des ports sur le côté. Il y a un port USB-C aussi si on veut recharger un. T'es pas en Je vais face, ouais. essayer de montrer. Voilà. Et elle a un autre port USB-C, donc on peut charger l'iPhone et en même temps autre chose à côté. Et puis un port, vous voyez, USB-A. Le truc qui est sympa aussi, c'est que vous avez un petit afficheur qu'on voit et qui vous donne le niveau de charge qui vous reste. 65. Donc ça, c'est au moins c'est vachement plus précis que des petites LED droite-gauche. Donc elle a pas mal de ports et surtout elle a ce petit clapet qu'on peut rabattre. Hop là, je fais ça, qu'on peut Un rabattre magnétique. effectivement, mais qu'on peut mettre sur son bureau. Si on doit être en position qui est magnétique, si on doit être en position voilà sur un bureau. Il est Voilà. bien magnétique, t'as du mal à le décrocher. Ouais. Ça, c'est- Ouais, j'ai des. Ah, il est pour les auditeurs qui n'ont pas la coriace. chance d'avoir Voilà. la couleur, on voit que Fred se débat pour essayer de déplier ouais, j'ai le pas petit volet l'habitude. magnétique. J'ai pas votre expérience, vous voyez. Et donc on le pose effectivement sur son bureau. Et du coup, ça sert de stand, de support, hein, où on De peut mettre pied. son iPhone en position de pied, voilà, en position verticale. Voilà. Et donc ça s'appelle YII Songer. C'est une batterie qu'on trouve et qui est pas très chère en plus. Elle était à, je crois, dans les 40 euros. Donc c'est pas très coûteux. Elle existe en plusieurs couleurs. Voilà. La marque, c'est YII. Alors ça s'appelle Yi avec deux I, avec YII Songer. Tout attaché. Je l'ai trouvé sur Amazon. Tu peux nous les voilà. player parce que même comme ça, je suis pas sûr d'avoir Ouais. compris. YII Songer. Songer. Tout collé. Donc ça fait Yi Songer. D'accord. Et la marque, c'est quoi? C'est la marque. Et le C'est modèle, non, c'est je quoi? donne la marque. Après, vous trouverez Yi Songer avec batterie. Le modèle. Ah, le modèle. Alors là, ils appellent ça. Attends, on va bonne chercher, on va question. trouver. Ouais. Wireless Power Bank Slim 10 000 Elle est à 38 euros. Ouais. milliampères-heure, tout Et- ça. Je la vois sur Zone, effectivement. Ouais. Ils appellent ça Ying Songer batterie externe magnétique. Ouais. Et elle n'a pas vraiment de nom en fait. Hein. Tu l'as trouvé sur Zone? En fait, j'ai trouvé sur Zone, ouais, un petit peu par hasard en fait. Je cherchais une batterie un peu plus légère que celle que j'ai, qui est quand même assez lourde, qui est beaucoup plus costaud. Et je voulais quelque chose de plus transportable. Et puis, je voulais que ça soit MagSafe, mais je voulais charger aussi d'autres équipements en USB-C ou ailleurs. Et puis, je voulais aussi, je voulais avoir un affichage clair de la batterie, parce que ce qui m'embête un peu avec les batteries, c'est ces 4 ou 5 voyants là, vous voyez. Mm. Qui sont à 2, 3, c'est pas très précis. Et celle-là, en plus, alors j'avais pas prévu ça, elle faisait stand, elle faisait pied. Alors là, je trouvais que pour Pour le moins même de prix. 40 euros, franchement, c'était vraiment sympa. Ouais, Bon, 38 bah, et il y avait le petit papier avec le message d'appel au secours du prisonnier politique qu'il avait fabriqué. Je sais pas, c'est vrai que je me suis pas intéressé. T'as pas bien fouillé la boîte. Parce qu'à ce prix, Gilles, je crois que toi, tu as non pas un coup de cœur, mais un coup de bambou à distribuer. ah oui, oh là là, quand vous utilisez le logiciel de dictée d'Apple, c'est absolument catastrophique. Un truc qui m'énerve par-dessus tout, mais qui me met hors de moi, c'est quand, pour certains mots, il va chercher des gens dans mon carnet d'adresses, il remplace le mot que j'ai dicté par le nom ou le prénom de quelqu'un du carnet d'adresses. C'est arrivé tout à l'heure et tu comprenais pas ce que j'avais dicté et Ben en oui, plus, et il le fait avec l'esprit d'escalier, c'est-à-dire que tu suis le texte que tu dictes et tu passes à autre chose. Tu continues ta phrase et dans les 2 secondes, il se dit « Ah merde, j'ai oublié quelque chose » et il va changer derrière ton dos
le mot que tu as dicté en mettant n'importe quoi et tu vas passer 2 ou 3 minutes à te demander, mais bon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien vouloir dire à cet endroit-là. Bon. Et l'avantage, c'est que ça nous permet de faire une bise à Nadège. Oui, oui, parce que les trucs perso, mais tu voulais écrire un adage et c'est devenu Nadège. Exactement. Donc, on peut lui faire une bise du coup. On peut tout à fait lui faire une bise, mais bon. Bien pour te calmer un petit peu. Voilà. Bon, merci Gilles. À moins que tu aies autre chose à dire sur le sujet. Non. Ils ont un peu dégoûté Nuance, qui avait un outil très efficace là-dessus, qui s'appelait la dictée personnelle Dragon. Mais non, c'était la dictée personnelle. Il n'y avait pas de Dragon, c'était la version pour Windows. D'accord. Et le marché, du coup, n'a pas dû être suffisant. Ils se sont dit qu'ils n'en vendraient pas assez. Il y a une version anglaise, en langue anglaise, qui existe pour le Mac. Et la version française avec les nouveaux processeurs et la nouvelle version de l'OS n'est toujours pas annoncée. Donc voilà. Bon, bah écoute, merci Gilles pour ce petit coup de gueule. Fabrice, toi tu as un coup de cœur, je crois. Oui, un site que j'ai découvert très récemment et qui a un lien avec Apple, qui donc existe depuis quelques temps, j'imagine, mais j'ai découvert récemment. Alors, le site s'appelle addcontent.xyz, donc en français, ça fait addcontext.xyz. Bah oui, c'est un nom de domaine assez inhabituel. Quand on va sur ce site, du coup, en fait, on peut faire une recherche en texte sur des contenus audio ou vidéo, et donc on peut faire une recherche en texte sur tout ce qui a été dit pendant toutes les keynotes d'Apple. Donc je trouve ça très pratique et pour nous, c'est-à-dire qu'on on ne sait plus quand est-ce qu'est sorti l'Apple 4, l'iPhone 4 ou quand est-ce que machin a dit quelque chose. Donc quand on va donc sur le site addcontext.xyz et ensuite on clique sur All Apple Keynotes, ensuite on a juste une zone de recherche. Je suis dessus là. Et puis par exemple, moi j'ai cherché, je vais le refaire ici, j'ai une idée aussi. Pour me rappeler quand est-ce que Phil Schiller avait dit Can't innovate my ass. C'était ma recherche. En WWDC. Donc je tape Can't innovate. Et alors le truc qui est chouette, c'est que non seulement c'est-à-dire que le contenu vidéo est indexé, et donc on a en résultat que c'est l'Apple WWDC de 2013. La phrase c'est Can't innovate anymore my ass, machin, et quand on clique dessus, on va se retrouver sur la vidéo à l'endroit où il l'a dit. Excellent. Voilà. Le travail d'indexation. C'est de l'indexation de tout le texte, de toute voilà, et notamment donc pour les keynotes d'Apple. Je trouve ça excellent pour retrouver très facilement un extrait d'une keynote. Voilà. Tu vas trouve ça génial. Bravo. Alors quelqu'un d'autre a dit my ass, et donc quelqu'un a dit my ass à une keynote Apple en 2005 aussi. Ah. Bah ouais. La pour phrase en anglais, les anglophones d'entre nous, c'est parce qu'il parlait d'un âne, bien sûr. It's jumping into the hands of anyone at all with something or nothing to say. 16 million worth of airplanes strapped my ass. Apple Keynote WDC 2005. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je vais cliquer après. Je vais cliquer. Ça m'amuse beaucoup. Bon, c'est super en tout cas. Très très bonne source. C'est excellent. Ouais, super. Voilà. Excellent. Et donc sur ce site, on peut aussi faire des recherches dans semble-t-il, les vidéos de Marques Brownlee, la chaîne MKBHD, dans Best of Elon Musk. Ça, je pense que je vais pas y aller. Et puis d'autres choses, voilà aussi. Best of Warren Buffett, si on veut se faire une injection de milliardaire.
C'est la fin de ce 115e numéro d'iWeek, la semaine Apple. Merci beaucoup Frédéric Crassa d'avoir passé ce moment avec nous. Toujours un plaisir de t'avoir dans iWeek. Ouais, un plaisir partagé. C'était vraiment, c'est vraiment chouette d'être avec vous. Voilà, je reviendrai quand il y aura on y compte bien. Hein. On compte sur toi avec grand plaisir. Et puis salut les amis, salut Fabrice. Salut mon capitaine, à bientôt. Moi aussi je reviendrai. Bah oui, toi t'es toujours là de toute façon. On est tous un peu là sur Twitter. Benjamin Vincent pour moi, toi c'est Fabrice Neumann. Fabrice Neumann, tout attaché. Il y a aussi ton site web pour te trouver. Bah oui. Bon, je le répète pas, on va laisser les gens chercher, allez hop. Voilà. Mais en tout cas, si on peut avoir besoin de tes services, on sait où te trouver. Gilles Dunès aussi sur Twitter. C'est @GDOUNES. Voilà. Comme tu disais. Et puis, au fait, Frédéric, on dit Crassa ou Crassat? On prononce pas le T, donc c'est Crassa. Crassa. Ouais. Voilà. Drôle de landais quand même. Ouais. En fait, c'est un peu gascon. Voilà. Il y a la crassane, la poire. Peut-être que tu connais la poire, Gilles. La crassane. Oui. Tout à fait. Qui est délicieux. Heureusement qu'on dit pas le thé, Gilles. Ça fait 3 fois qu'on l'invite. Hein. Ça aurait fait 3 fois qu'on. Oui. Merci de nous avoir évité d'être ridicules. Bon, en tout cas, merci à vous 3, merci à vous tous qui nous écoutez avec une telle fidélité. Nous serons de retour mercredi prochain, le 14 décembre 2022 pour l'épisode 116. Et cette fois, c'est promis, Frédéric Bardot, qui a eu un empêchement cette semaine, sera avec nous. Frédéric Bardot, c'est le président de Simplon, l'école de code, qui forme gratuitement les demandeurs d'emploi, des demandeurs d'emploi, à devenir développeurs d'app iOS. Il nous expliquera et il nous racontera, et vous entendrez aussi les témoignages de plusieurs qui sont en ce moment en formation à Montreuil, près de Paris. Rendez-vous donc le 14 décembre. D'ici là, on vous conseille la quotidienne iWeek, le podcast court compagnon de la semaine Apple, du lundi au vendredi, 5 à 10 minutes par jour avec les 5 infos essentielles des dernières 24 heures. Tu nous écoutes tous les jours, toi, Fred, hein? Alors, plus ou moins. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas pu écouter. Donc, des fois, c'est en décalé. Voilà. Mais en même temps, c'est pratique. Il faut juste le caler entre midi et 2 parce que pour moi, il faut que j'ai ce temps-là pour le faire. Voilà. Mais voilà. C'est pratique, ouais, c'est très bien. Ouais. En tout cas, faites comme Fred, abonnez-vous et suivez la quotidienne iWeek sur votre plateforme de podcast préférée, hein, quelle qu'elle soit. Voilà, ne vous privez pas. En plus, c'est gratuit. Patreon.com/iWeek pour rejoindre la communauté iWeek et nous soutenir. On a besoin de vous pour nous aider à supporter le coût de production de ces 2 podcasts. Votre aide est très importante. Merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà sur patreon.com/iWeek. Pour nous suivre, Twitter @iWeekNews, Instagram @iWeek.news. Prenez bien soin de vous. Grosse bise à Ellie au fond de son lit, à François qui est dans ses parpaings. Parlez d'iWeek autour de vous. Vous le savez, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Très bonne journée, soirée, belle fin de semaine et à mercredi prochain. Salut à tous, bye bye. Salut à tous, bye bye. Bye bye. Et à tout de suite pour le bonus.